Nous avons la capacité de réguler notre biologie de façon consciente. Aucune autre forme de vie ne peut consciemment s'asseoir dans le moment présent et dire « À ce moment précis, je choisis d'augmenter la longévité des enzymes dans mes cellules. Je choisis d'améliorer ma réponse immunitaire. Je choisis d'accéder à de profonds états d'intuition. Je choisis d'être plus résilient face aux changements dans ma vie. » Les autres formes de vie pourraient faire ça instinctivement quand l'environnement active cela. Nous sommes la seule forme de vie qui puisse consciemment dire « Là, tout de suite, je choisis de m'auto-réguler. Je choisis, au lieu de laisser mon environnement extérieur me pousser à le faire. » C'est une puissante forme de maîtrise. Et cette maîtrise est ce que nous pouvons trouver dans nos plus anciennes traditions spirituelles. Bonjour, je suis Brian Rose et mon invité d'aujourd'hui est Greg Braden, auteur à succès du New York Times, conférencier international, chercheur et éducateur. Vous êtes l'un des pionniers qui reconnectent les sciences modernes, la sagesse ancienne et le potentiel humain. Vous avez été invité à parler devant les Nations Unies, à Fortune Global 500 et à l'armée américaine. Vos livres s'intitulent Le Code de Dieu, La Divine Matrice, Le Temps Fractal, Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous, et votre dernier, La Nouvelle Histoire Humaine. Greg, bienvenue de nouveau à London Real. Je suis ravi d'être ici. On dirait qu'il ne s'est passé qu'un jour depuis la dernière fois, et j'ai hâte d'aller un peu plus loin pour élaborer sur les sujets qu'on avait abordés. Nous avions parlé de beaucoup de choses la dernière fois et nous avons eu de bons retours. Il semblerait que les gens auraient voulu aller plus loin à propos de certaines choses. Alors, merci de me recevoir à nouveau. C'était super, les gens aiment vraiment votre énergie et beaucoup de vos idées. Et j'aimerais approfondir ces sujets. Vous êtes déjà de retour à Londres et dans un laps de temps assez court. J'aime beaucoup cette ville. Dites-m'en un peu plus. Pourquoi aimez-vous tant cette ville ? Quand je regarde mon tableur Excel qui contient tous mes déplacements, je vois que nous passons partout dans le monde. Et dans chaque ville, les gens sont tout simplement incroyables. Je reviens de Bucarest en Roumanie, et il s'est avéré que les gens y sont très ouverts à de nouvelles idées. Mais ici à Londres, j'ai toujours le même grand sourire que j'ai maintenant sur mon visage. Je me sens comme chez moi quand je viens ici. C'est une ville très chaleureuse, les gens m'ont toujours bien accueilli. Et pas seulement dans notre audience, mais aussi avec chaque personne que je rencontre. Depuis le moment où j'arrive de l'aéroport, dans les hôtels, avec les chauffeurs. Il y a une bonne ambiance dans cette ville qui fait que j'adore être ici. Et il y a une grande scène musicale, nous en parlions justement. Je suis musicien en dehors de ce que je fais actuellement, et j'aime la musique d'ici. Si vous rassemblez le tout, vous obtenez une ville géniale. La prochaine fois, on vous fera jouer de la musique. Pas de problème. Vous avez donc un événement et un nouveau livre à venir intitulé La Nouvelle Histoire Humaine. Et vous parlez de certaines pratiques intéressantes que vous enseignez aux gens. Pourriez-vous nous parler de cette énergie, cette longévité et de quelques-unes de ces choses ? C'est le but. Le nouveau livre s'intitule « Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous ». Nous avons déjà parlé de tout ça lors de la dernière interview. Alors pour résumer, le livre est divisé en deux parties. Dans la première partie du livre, je voulais que les gens comprennent la science, sans s'attarder sur les détails techniques. Je voulais qu'il soit simple à lire, et qu'ils saisissent le fait qu'il n'y a plus aucun doute, que l'histoire que l'on nous a racontée à propos de nos origines et de notre potentiel ne correspond plus aux faits avérés par la science. Quand les faits ne correspondent plus à l'histoire qu'on nous raconte, il est temps de s'ajuster à une nouvelle histoire. Il s'agit donc de la nouvelle histoire humaine. La première partie du livre décrit la science révisée par les pairs. Il ne s'agit donc pas de mes théories ou mes hypothèses. Il s'agit de la science confirmée qui nous montre que les preuves physiques ne concordent plus avec l'histoire que l'on nous a racontée. Nous sommes conditionnés par les théories de l'évolution de Darwin. En tant que géologiste, j'ai pu voir l'évolution dans un fossile. Et c'est un fait avéré, que pour certaines formes de vie, telles que des insectes, des animaux ou des plantes, quelque chose s'est produit il y a 200 000 ans. Nous sommes apparus, et ce n'est pas l'évolution qui nous a donné notre apparence actuelle. La théorie tombe à l'eau. Les preuves physiques ne concordent pas avec ça. C'est ce qui me fascine, car nous savions depuis longtemps que les faits ne concordaient pas avec la théorie. Ce qui est vraiment fascinant, ce sont les nouvelles découvertes sur l'ADN qui ne peuvent pas être réfutées. C'est un problème pour les scientifiques qui sont imprégnés de la théorie de l'évolution, qui parle d'un long et lent changement, qui se serait fait graduellement sur une longue période de temps.
Ça ne s'est pas passé comme ça. Nous sommes apparus, il y a environ 200 000 ans, avec cette structure génétique avancée, et avec ce vaste et incroyable réseau neuronal. Il n'y a jamais eu quelque chose de semblable avec aucune autre forme de vie. On a fait des découvertes récentes. Des découvertes que je peux partager avec vous dès maintenant, et qui n'étaient pas encore disponibles la dernière fois qu'on s'est vu. Quelle découverte? L'une des choses que nous pouvons constater, quand l'être humain moderne est apparu il y a 200 000 ans, c'est que nous nous sommes retrouvés soudainement avec un cerveau 50% plus large que tous les autres primates. Mais ce n'est pas arrivé lentement et graduellement. Nous avions un néocortex composé de 6 couches superposées. Et ces 6 couches sont intéressantes car c'est principalement de là que vient l'amélioration. Et nous avions un cerveau 50% plus large que n'importe quel autre primate. Avant cela, nous avions un corps avec les mêmes proportions et le même système nerveux que nous avons aujourd'hui. De toute évidence, il y a eu une évolution de la conscience. Nous devons le dire. Et aujourd'hui, nous sommes câblés de la même façon que nous l'étions quand nous sommes apparus. Les scientifiques disent qu'au vu de la façon dont ça s'est produit, nous sommes le résultat d'une intervention extérieure. Que la biologie semble être intentionnelle et que le processus de l'évolution ne peut pas être responsable d'un changement aussi complexe. Et c'est un fait qu'autant de changements se soient produits en si peu de temps, et tous en même temps. Deuxièmement, et nous en avions déjà parlé, un chromosome est responsable du cerveau 50% plus large que n'importe quel autre primate. Au même moment, le 7e chromosome a connu une mutation qui a permis le langage complexe, chose qui s'est produite d'une façon qu'aucune autre forme de vie ne pourrait avoir. C'est pourquoi nous pouvons chanter alors que les chimpanzés ne peuvent pas. En tant que musicien, je me suis toujours demandé pourquoi les chimpanzés ne chantent pas. Exact. Car ils partagent plus de 90% de notre ADN. Et à quelle raison la communauté scientifique attribue-t-elle cette croissance rapide du cerveau? Au fait de faire cuire la nourriture, ou des changements dans les habitudes sociales? À quoi est-ce dû? Car il y a eu cette période durant laquelle tout le monde s'accorde sur le fait qu'il y a eu d'énormes changements concernant l'anatomie humaine. C'est un fait. Et toute la communauté scientifique s'accorde sur le fait que nous sommes apparus il y a 200 000 ans. C'est un fait accepté. En tant qu'Homo sapiens. Tel que nous sommes aujourd'hui. Et l'homme de Néandertal était déjà là. Est-il le produit de l'évolution? C'est là que ça devient intéressant. Car nous pouvons faire aujourd'hui ce qui auparavant passait pour de la science-fiction. Nous pouvons aujourd'hui extraire l'ADN de la moelle osseuse provenant des êtres qui sont nos ancêtres. Et cela inclut le Néandertal. Comme dans le film Jurassic Park. Ce film était de la science-fiction quand il est sorti, et c'est aujourd'hui un fait scientifique, nous pouvons extraire l'ADN. Dans le film, ils ont reconstitué l'ADN pour faire revivre des formes de vie. Et selon ma connaissance actuelle des choses, nous n'avons pas encore fait cela. C'est vrai, mais le fera-t-on un jour? J'imagine qu'on essaiera. Quand je dis on, je ne parle pas de vous et moi. Et je pense que si ça peut être testé, ça a déjà probablement été fait quelque part. Mais ce que nous pouvons faire, et c'est ce que nous faisons déjà, c'est que nous pouvons extraire l'ADN de la moelle osseuse. Depuis la côte d'une enfant néandertal par exemple. Un bébé qui fut trouvé au nord de l'Europe, dont le corps fut daté et on estime qu'elle vivait il y a plus de 30 000 ans avant notre époque. Quand ils ont comparé son ADN avec notre ADN actuel, surprise, il n'y a pas assez de similarités, pas assez de points communs. Ça a été publié dans le journal Nature. Ils ont fait cette découverte en 1987, mais n'ont rien publié avant l'an 2000. C'était dans le prestigieux journal intitulé Nature. C'était page 490, dans le volume 404. Ça ne vous surprend pas. Car vous avez des amis dans le domaine de la science. Et quand vous les confrontez avec ces preuves, ils vous disent qu'ils ont du mal à y croire. Leur cerveau se dit que ça doit être faux, car ça va à l'encontre de ce qu'ils sont, et des idées qu'ils défendent. C'est ici que les scientifiques se confrontent à un mur, car les preuves évidentes ne soutiennent plus les anciennes théories. Aujourd'hui nous savons que Néandertal n'est pas notre ancêtre, mais nous avons partagé la Terre avec eux. C'est pourquoi j'ai de l'ADN de Néandertal en moi, et je suppose que vous aussi. Comme beaucoup d'entre nous, pas la majorité, mais beaucoup d'entre nous en ont. Si vous utilisez un service comme Ancestry.com, 23andMe ou quelque chose du genre, nous verrons de l'ADN de Néandertal, car nous nous sommes croisés avec eux. Nous avions sans doute des petits ou petits amis néandertaliens à ce moment-là. Mais si nous partagions la Terre avec eux, on ne peut donc pas descendre d'eux. Nous savons donc ce que nous ne sommes pas, et nous ne sommes pas des descendants de Néandertal,
ou même des autres formes de vie que nous pouvons voir sur le graphique de l'évolution. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous n'entrons peut-être même pas sur cet arbre. Nous avons sans doute notre propre arbre, un petit arbre comme un buisson. Nous avons notre propre chemin d'évolution qui nous a conduits jusqu'à notre apparition il y a 200 000 ans. Et c'est un problème pour la science. Ça ramène au genre d'histoire qu'on peut trouver dans la Bible, que nous avons été créés séparément. C'est la première moitié du livre. Je voulais partager la science évaluée par les pairs, celle qui n'adhère pas à un quelconque courant de pensée à la mode. Vous ne verrez donc jamais ça dans les cours, les manuels scolaires ou les documentaires grand public, ils ne montrent pas ce genre de choses. Mais si c'est vrai, ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne soit révélé au grand jour. Ça devrait. Pour la seconde moitié du livre, je voulais aller au-delà de cette preuve qui démontre ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas le produit de l'évolution. Je voulais montrer quel est le potentiel dont on a hérité quand nous sommes apparus il y a 200 000 ans. Et ce que la communauté scientifique, du moins ceux qui sont honnêtes avec les faits scientifiques, disent que les changements génétiques sont tellement complexes, qu'ils sont apparus tellement vite, qu'ils semblent être intentionnels. Et s'ils sont intentionnels, cela implique un but. Alors ma question est, quel est le but de tout ce réseau de neurones étendu que nous possédons, et cette capacité que nous avons de pouvoir consciemment réguler notre biologie, d'une façon qu'aucune autre forme de vie ne peut faire? Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Quel genre de porte cela nous ouvre-t-il concrètement? Comment pouvons-nous exploiter ce que j'appelle les technologies internes dans notre vie de tous les jours afin de rendre nos vies plus saines, plus heureuses, plus productives et plus sûres? C'est ce dont parle la seconde moitié du livre. Pour moi, elle se complète vraiment. Beaucoup de scientifiques me disent que nous saurons quel est notre véritable potentiel uniquement quand nous trouverons d'où nous venons. Et je fais l'opposé. À mon sens, si nous suivons ces preuves, si nous suivons cet ADN, nous allons à reculons. Qu'est-ce qu'il a fallu à cet ADN pour devenir l'ADN qu'il est devenu? Que s'est-il passé? Nous en parlerons plus en détail. Qu'a-t-il fallu pour que la fusion se produise? Pour que certaines parties de l'ADN disparaissent ou soient ajoutées? Que s'est-il passé pour que toutes ces choses arrivent? Je pense que si nous allons vers l'avant, cela nous donnera la réponse de qui nous sommes et d'où nous venons. Vous devez bien avoir une hypothèse sur le sujet. Car il n'y a que quelques réponses possibles. Nous devions venir d'ailleurs. Il devait y avoir un être super intelligent, qui a décidé de modifier les gènes, puis nous a ramenés. Il y a 3 explications que les scientifiques étudient en ce moment. Nous n'en avions pas parlé la dernière fois. La première, c'est que tout est entièrement dû à une évolution naturelle telle qu'on nous a amenés à le croire, même si les faits ne soutiennent plus cette théorie. Il y a donc une bataille en cours pour déterminer ce qu'on appelle le modèle standard. C'est le modèle standard en physique qui dit que le Big Bang était la première libération d'énergie. Nous ne savons pas ce qui s'est passé mais c'était un processus naturel. Dans ce Big Bang, l'évolution correspond à quand nous sommes apparus. Un processus totalement naturel. C'est la première explication, mais les faits ne soutiennent pas cette théorie. La deuxième explication, c'est que nous vivons dans un environnement digital ou simulé. Autrement dit, nous vivons dans une réalité virtuelle. Elon Musk en parle. Elon Musk en parle énormément. Et en 2001, le premier algorithme scientifique fut créé pour tenter de déterminer si nous vivons dans une réalité virtuelle ou non. Ils ont créé des variables qui prennent en considération tout ce que nous pouvons voir dans le monde d'aujourd'hui. Tels que des paramètres physiques, des paramètres sociaux, le climat, tout ce qu'il se passe. Et ils ont entré ces données dans l'algorithme. L'algorithme en a conclu qu'il y avait plus de chances que nous vivions dans une réalité simulée, que l'inverse. Il ne pouvait peut-être pas reconnaître le vrai hasard. Est-ce que c'est ce qu'il recherche? Car si vous créez quelque chose dans la simulation pour voir si c'est une simulation, il y a un défaut de conception. Je penserais ça si j'étais scientifique. Ça pourrait être le cas, et ça fait partie des questions philosophiques qui viennent avec. J'ai essayé d'expliquer ça à ma belle-fille de 14 ans l'autre jour. Nous pourrions vivre dans une simulation. Elle joue aux Sims, ce genre de jeu. J'avais entendu Elon Musk parler à Joe Rogan et je lui ai expliqué ça. Ne crois-tu pas que dans 10 ou 50 ans, vu la façon dont la technologie évolue, on sera capable de créer une simulation? Ça a l'air très réel.
La plupart des gens diraient plutôt que ça prendra une centaine d'années, puis ils se rétractent en disant que ce n'est pas possible qu'on soit dans une simulation actuellement. C'est une façon de voir les choses. C'en est une. C'est donc la seconde théorie à l'étude. La troisième explication, c'est qu'il y a eu une sorte de création naturelle. Donc, un Big Bang naturel, l'évolution a commencé. Mais il y a eu une sorte d'intervention consciente, à un moment donné dans le passé, dans lequel l'ADN a été manipulé de façon à nous donner des capacités différentes des autres formes de vie. Ce sont donc les trois théories que la science étudie. Je ne m'engagerai pas sur la troisième, nous ne savons pas d'où est-ce que ça peut venir. Ou c'est peut-être une combinaison des trois. Il y a peut-être une réalité virtuelle. Et dans cette réalité virtuelle, une intervention a eu lieu. Les scientifiques penchent là-dessus. Ils étudient donc ces trois possibilités. Tout est naturel, tout est artificiel, ou c'est naturel mais avec une intervention. Trois possibilités très différentes. En effet, trois possibilités très différentes. La théorie de la simulation est très intéressante. J'ai fait des conférences entières sur le sujet. C'est un programme de 2 jours. Pour comparer, si vous regardez la définition d'une simulation, et que vous regardez la définition de la vie, selon nos plus anciennes traditions spirituelles et religieuses, les similitudes sont frappantes. Elles disent toutes que notre monde est temporaire, que nous sommes ici pour apprendre quelque chose, car nous irons ailleurs après. Et c'est l'objectif d'une simulation. Voici la définition d'une simulation. Une simulation vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau dans un environnement relativement sans danger, et qui vous servira pour l'environnement suivant. Si vous êtes un pilote de ligne qui apprend comment faire atterrir un Boeing 747 ou un Crosswind, vous ne voulez pas qu'il y ait 300 personnes à bord de l'appareil la première fois que vous faites ça. Vous utilisez donc un simulateur. Pareil si vous êtes à la surface de Mars ou de la Lune. Tout ça se produit dans des simulateurs. Les simulations sont très intéressantes car elles ont un début et elles ont une fin. Elles ont des règles que la personne à l'intérieur de la simulation doit suivre. Et si vous suivez les règles, la simulation devient plus facile. Dans chaque simulation, vous avez un moyen de contacter quelqu'un qui n'est pas dans la simulation afin d'être guidé ou de lui demander un conseil. Quand on regarde les anciennes traditions, elles disent toutes qu'il y a un commencement, qu'il y a une fin et que ce monde ne durera pas. Nous sommes ici temporairement, c'est ce qu'on appelle la Maya dans les traditions hindouistes. Il y a des règles que nous apprenons pendant que nous sommes ici, et quand nous avons des ennuis. Nous pouvons contacter une présence située en dehors de notre réalité connue et qui a une perspective que nous n'avons pas. C'est Dieu, avec la prière. Pas forcément. Ça pourrait être notre moi supérieur. Ça pourrait être un ange ou une présence. Ça pourrait être un proche décédé. Ça pourrait être du channeling. Quand vous faites du channeling, vous canalisez une présence provenant d'un autre monde. Ça pourrait être Dieu. Alors, quand on voit tous ces points communs, ils sont très frappants. Vous commencez à me convaincre. Concernant la simulation, voici la question. Si nous sommes dans une simulation, alors pourquoi? Quel serait le but? Et l'une des réponses de cela, c'est qui en bénéficie? Qui bénéficie d'une simulation? La réponse est les gens qui sont à l'intérieur de la simulation. Nous sommes ceux qui en bénéficient. Nous devons comprendre que nous apprenons quelque chose en étant ici et dont nous aurons besoin pour la suite, peu importe où nous allons. Peu importe ce que c'est. Si vous croyez que ce monde est la Maya et est temporaire. Si nous jetons un œil sur les thèmes généraux de tout ce que nous apprenons dans les traditions spirituelles, les principes religieux, là où la science médicale nous conduit, tout nous ramène à notre capacité à autoréguler notre biologie. Le pouvoir de l'amour, le pouvoir du cœur d'influencer le corps. Le pouvoir du cœur d'influencer le monde au-delà du corps. Je pense que pour la théorie de la simulation, nous sommes au XXIe siècle, et nous cherchons un nouveau vocabulaire, un nouveau langage, qui a pris forme avec la technologie, et qui nous aide à donner du sens à notre existence. Que vous y croyez ou non. Peu importe que vous parliez des anciennes idées ou des nouvelles idées, elles nous ramènent toutes à la même chose. Qu'apprenons-nous? Quels sont les thèmes récurrents que nous voyons jouer sur la scène de l'amour et de la haine, de la guerre et de la paix? Notre faculté de transcender les grandes difficultés de la vie. Le fait est que nous ne sommes pas des victimes.
Nous avons la capacité de réguler notre biologie de façon consciente. Aucune autre forme de vie ne peut consciemment s'asseoir dans le moment présent et dire, à ce moment précis, je choisis d'augmenter la longévité des enzymes dans mes cellules. Je choisis d'améliorer ma réponse immunitaire. Je choisis d'accéder à de profonds états d'intuition. Je choisis d'être plus résilient face aux changements dans ma vie. Les autres formes de vie pourraient faire ça instinctivement quand l'environnement active cela. Nous sommes la seule forme de vie qui puisse consciemment dire, là, tout de suite, je choisis de m'auto-réguler. Je choisis, au lieu de laisser mon environnement extérieur me pousser à le faire. C'est une puissante forme de maîtrise. Et cette maîtrise est ce que nous pouvons trouver dans nos plus anciennes traditions spirituelles. Quand j'étudie avec les yogis, avec les moines, les nonnes, les abbés, les mystiques, les chamans, les curanderos et les guérisseurs, de partout dans le monde, et aussi différents qu'ils soient selon leur culture. Ils accèdent tous au même état. Nous avons été amenés à croire que ce sont des états hors du commun d'expérience humaine. Mais je crois en mes collègues, et le docteur Joe Dispenza est un très bon ami à moi. Nous avons déjà eu ce genre de conversation autour d'un dîner à plusieurs reprises. Bruce Lipton, un cher ami également. Nous travaillons et faisons des présentations ensemble. La triade. Nous le sommes. Chacun de nous croit, et ensemble nous croyons tous, que ce sont les potentiels qui ont été oubliés, ou qui n'ont peut-être jamais été réalisés dans le grand public. Mais ce sont nos droits acquis à la naissance. Ce sont nos potentiels. Et ce ne sont pas des états de conscience hors du commun, mais des états de conscience ordinaires que l'on a oubliés suite à un conditionnement culturel, religieux, scientifique, avec les programmes politiques et à travers l'histoire. Car quand nous adoptons ces technologies, nous devenons des êtres incroyablement puissants. Il y a une autre philosophie. Et c'est là que tout s'éclaire. De nos jours, il y a une philosophie dans la communauté scientifique qui dit que la conscience s'informe elle-même à travers ses créations. Quand vous y pensez, ce que nous pouvons voir comme film pour se divertir, l'art, la sculpture, la musique, les livres, toutes ces choses que l'on crée et que l'on pense faire pour se divertir. De ce point de vue, la conscience nous demande, depuis le champ unifié, de créer ces choses afin de nous rappeler nos potentiels les plus profonds. Pensez-y. Quand vous voyez ces films hollywoodiens, et ça surprend même les réalisateurs de ces films qui ont eu le plus grand impact tout en étant très différents les uns des autres, ils ont des thèmes en commun. Par exemple, le film Matrix me vient à l'esprit. Ça parle d'un monde que nous ne pouvons pas voir et qui nous influence énormément. Avatar est sorti après ça. Puis Inception. Nous pensons donc être les créateurs de ces choses, mais en fait elles ne font que refléter qui nous sommes vraiment. Elles nous reflètent ce que nous demandons de nous-mêmes. Nous nous demandons à nous-mêmes de se rappeler de qui l'on est. De se rappeler de qui l'on est dans notre potentiel. Plutôt que d'aller dans un monastère et de laisser votre famille et votre vie derrière vous pour vivre dans les montagnes pour le restant de votre vie, et vous pouvez le faire, ça peut être amusant. L'une des façons de le faire, c'est de demander à la conscience, à travers l'expression de nos créations, non pas pour s'amuser ou se divertir, mais de nous dire ce que nous avons oublié de nous-mêmes. Qui s'est assis pour écrire le film Matrix? Et d'où viennent ces idées? J'ai eu cette pensée consciente. Car quand je regarde ce que nous avons accompli à London Real ces 7 dernières années, nous avons concrétisé toutes ces bonnes idées. Nous venons de sortir un film intitulé Iron Mind. Et quand je vois tout ce que nous avons créé, Greg, je vois en réalité qui je suis vraiment. Et pourtant, quand je suis dans mon état normal de folie à London Real, bien souvent, je ne sais plus qui je suis. Mais quand je vois ce que j'ai créé, et ce que les autres ont créé et qui résonne en moi, comme un morceau de musique, cette résonance n'a aucun sens, mais elle me rappelle pourtant ce que je suis. Mais c'est incroyablement vrai. C'est la principale directive de London Real, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est la priorité. Vous avez tellement de choses qui vous arrivent. Si vous les regardez de près, elles ne signifient pas grand-chose. Mais si vous prenez du recul et que vous regardez la situation dans son ensemble et son contexte, elles soutiennent toute la principale directive de London Real qui est d'informer le public et de partager une histoire. L'un de mes meilleurs invités nommé Dorian Yates, qui est l'un de mes favoris, et vous êtes en train de devenir l'un d'entre eux,
Ils me parlent tous de thèmes universels au final. Ce sont des gens de tous les aspects de la vie. Cet ancien bodybuilder qui fut 6 fois Monsieur Olympia, il est venu et m'a dit, Brian, je crois que nous ne sommes qu'un. Je pense beaucoup à ces grands thèmes principaux et un jour je lui ai posé une question. Nous étions en train de parler de mes expériences avec de l'ayahuasca. Je reçois des gens tels que vous et Joe Dispenza et je lui demande. Penses-tu que London Real est un véhicule utilisé par une conscience plus élevée? Il me répond, bien sûr Brian. Que crois-tu que nous faisons? Je crois que ça l'est, et c'est rare. C'est pourquoi je suis ravi de revenir. Il est rare de trouver un véhicule, un canal, dans lequel nous pouvons partager des idées aussi librement, ouvertement, et non scénarisées. Car vous et moi n'avons rien écrit d'avance pendant que nous avons cette conversation. Les autres programmes font du bon boulot, mais tout y est scripté. Et dès que vous vous écartez du sujet, on vous coupe au montage, comme le veut le cliché. C'est aussi notre réseau. J'ai eu une expérience avec une chaîne de télévision qui me demandait de venir en me disant qu'ils voulaient quelque chose de nouveau et de différent. Je suis donc allé au siège de l'entreprise, et je leur ai dit, voici mon message. Ils m'ont alors répondu, on veut quelque chose de nouveau et différent, mais c'est bien trop nouveau et différent. Car nous voulons quelque chose qui rentre dans le moule de ce qui marche déjà. Ils ont donc peur d'essayer ces choses nouvelles et différentes. Et nous couvrons beaucoup de sujets ici. Effectivement. Je pense que tout ceci est important. C'est bien plus qu'une conversation philosophique, Brian. Car certains diront, quelle différence ça peut faire de savoir d'où nous venons? Qu'est-ce que ça change? De savoir comment nous fonctionnons dans ce monde. Je comprends ce sentiment, mais ça fait une énorme différence. Maintenant nous allons parler franchement. Nous vivons dans un monde qui change d'une façon jamais vue auparavant. Et le monde change plus rapidement que ce que nous avons été conditionnés à accepter. En une seule génération. Et nous essayons de résoudre les problèmes de ce monde à travers une réflexion basée sur de fausses suppositions et une science obsolète. Telles que les idées de Darwin qui disaient que la nature est basée sur la compétition et le conflit. Nous avons cru pendant 150 ans que c'était la base de la nature. Il était donc normal d'essayer d'incorporer cette base dans nos vies personnelles, dans nos relations, consciemment et inconsciemment. Je ne vois personne faire cela consciemment. Mais entre nations, entre communautés et entre sociétés, le conflit a toujours été une priorité. Quand quelque chose ne fonctionne pas, vous utilisez le conflit. Mais nous savons aujourd'hui que ça ne fonctionne pas et c'est voué à disparaître car ce n'est pas durable. Et ce n'est pas durable car c'est basé sur de fausses suppositions. La meilleure science du monde moderne nous dit que la première loi de la nature, c'est la coopération. Nous pouvons constater toute cette compétition qui nous montre à quel point nous nous sommes égarés. Nous en avons parlé dans la dernière interview. Nous ne pouvons démentir. Je ne dément pas qu'il y a de la compétition et du conflit. Ça nous montre à quel point nous nous sommes égarés de l'harmonie qu'apporte le fait de travailler avec la nature. Nous observons une montée de la haine, telle qu'on ne l'a jamais vue depuis très longtemps. Nous voyons une montée de haine basée sur la religion, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, des crimes de haine, et la polarisation. Les hommes contre les femmes, chrétiens contre musulmans. Et ça n'arrive pas seulement dans les pays occidentaux, on voit ça partout dans le monde. Et aussi diverses que soient ces choses, Brian, elles sont uniquement rendues possibles à cause de la façon que l'on nous a appris à penser. Ce n'est pas naturel. Des études ont été faites sur des bébés humains. Les bébés ne peuvent pas haïr. Ils ne distinguent même pas les couleurs entre leur peau et celle des autres. Les bébés blancs, noirs ou mat de peau. Asiatiques ou amérindiens. Ils ne savent pas faire la différence avant que leurs parents ne leur apprennent qu'il y a une différence. Ce sont donc des caractéristiques apprises basées sur de fausses suppositions. Nous avons déjà vu cela auparavant. La mouvance eugéniste à la fin des années 1800 début 1900 était basée sur les fausses suppositions de Darwin. Ils se sont directement référés aux idées de Darwin et beaucoup de ces idées sont aujourd'hui revisitées. C'est une façon de penser très dangereuse. Ce dont nous parlons maintenant est bien plus qu'une conversation philosophique. Ça va droit au cœur de notre survie, de notre société, de la survie de notre communauté, de nos jeunes enfants. Et j'y pense souvent. À quoi ça ressemblerait d'élever toute une nouvelle génération à partir de ce que nous savons aujourd'hui être vrai en science, à la place de ces fausses suppositions. L'idée que la coopération est une règle fondamentale.
Comment ces enfants pourraient apprendre à jouer et travailler ensemble différemment? Leur dire qu'ils font partie de ce monde, et non qu'ils en sont séparés. Qu'ils font partie de leur corps. Et que leur corps est une entité consciente en laquelle on peut avoir confiance et respecter, au lieu d'en abuser. À quoi ressemblerait cette génération? Je ne pense pas que l'on doive attendre longtemps, car je pense que les idées dont nous parlons. Je travaillais dans l'industrie de la défense, à la fin de la guerre froide, quand le mur de Berlin est tombé. Tellement de gens se disaient que c'était arrivé rapidement, du jour au lendemain. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. En dessous de la surface, dans la conscience, des changements se produisaient, mais ils n'étaient pas visibles, à moins de savoir où regarder. Soudainement, c'était comme un logarithme. Ce n'était pas linéaire, c'était logarithmique. D'un coup, ce changement est apparu et le mur s'est effondré. La même chose se produit en ce moment. Les changements dont nous parlons vous et moi, les changements dans la façon dont pensent les gens en termes d'acceptation, des façons de vivre holistiques, guérir le corps et nourrir le corps. Je pense que l'on va voir ces changements se produire. Et les gens se diront, c'est arrivé si vite. Mais nous en avions posé les fondations pendant 30 ans. Les gens adorent ces idées. Et je le vois bien, car je vois que le contenu que nous publions peut être visionné par la majorité de la population mondiale, sauf en Chine. Il s'agit de vos idées, celles de Bruce Lipton et Joe Dispenza, qui ont le plus de résonance. Et je crois que les gens écoutent attentivement ces explications scientifiques, pour aller au-delà de ce qu'on leur a appris. La technologie encourage ça dans une certaine mesure. En effet. Car nous pouvons trouver toutes les informations sur Google. Et je pense qu'en tant qu'être humain, quelque chose au fond de nous nous dit qu'il y a plus de choses à savoir qu'on ne le pense. Je crois que c'est ce qui se passe. Je le crois aussi, Brian, vous avez raison. Mais c'est encore plus profond que cela. Car en plus de tout ce dont on parle, il y a un autre chauffeur qui pilote. Il y a un autre facteur. Et nous sommes à un carrefour dans lequel nous développons et faisons évoluer notre technologie tellement vite que nous devons faire un choix en tant que société. Quel pouvoir allons-nous laisser aux machines? Quelle quantité? Ça sonne comme un film de science-fiction. Mais d'où viennent ces films? Il s'agit de la conscience qui nous demande d'explorer quelle quantité de nous-mêmes nous sommes prêts à céder. Elon Musk est un bon exemple. Il a développé une nouvelle compagnie nommée Neuralink. Sa philosophie, et je ne suis pas en train de le descendre pour ça, car c'est comme ça que la société apprend. C'est en repoussant les limites que la science apprend. Elon Musk est un homme brillant, il repousse les limites. Et je pense qu'il les repoussera jusqu'à ce que la société le freine. Neuralink est la première puce implantée dans le cerveau, et qui relie directement le cerveau humain à un disque dur dans un ordinateur physique. Sans câble et sans fil. C'est comme de la technologie Bluetooth. C'est au-delà du Bluetooth, mais vous pouvez le voir comme ça. Il pense que vous pouvez rencontrer les machines et fusionner avec. Il a dit, essayons d'interagir et de ne faire qu'un avec ces machines. Ils ont donc cette puce qui peut leur être implantée dans le cerveau. Pensez à ce qui se produit. Ce sont des puces de silicone qui ont des points de contact qui interagissent avec les neurones humains. Mon ressenti personnel, c'est que nous faisons une erreur. C'est mon ressenti. Je crois que nous nous engageons sur une pente glissante. Et je pense que ce n'est pas nécessaire. Car dans le livre nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous. Et dans le programme que nous proposons, nous possédons déjà la biologie qui nous permet de faire ce que ces puces peuvent faire. Le film Matrix en est le parfait exemple. Dans Matrix, et je ne veux pas le gâcher pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Mais dans le film, dans le premier, quand les gens qui se sont réveillés dans la nouvelle réalité et qui voulaient apprendre quelque chose de nouveau rapidement, ils ont un trou à la base du crâne, et ils se connectent avec un câble relié à un ordinateur, qui leur permet de télécharger et d'apprendre des programmes très rapidement. D'ailleurs, Keanu Reeves apprend le kung-fu. Il y a cette réplique célèbre, je l'adore. Il se connecte, ferme les yeux, et les rouvre en disant, je connais le kung-fu. Ce qu'il a fait avec cette machine, nous pouvons le faire dès maintenant avec ce que l'on appelle les neurones miroirs. Ce qui est intéressant, c'est que les neurones miroirs sont une classe de neurones spécialisés et situés dans le cerveau. Et ces neurones ne font pas la différence entre voir une expérience et vivre l'expérience. Nous le savons déjà. Par exemple, c'est pourquoi vous pouvez être allongé dans le canapé un dimanche après-midi en regardant un match de foot ou un tournoi de golf, peu importe.
Vous êtes allongé, mais votre cœur s'accélère, vos muscles se tendent, vous pouvez transpirer, respirer fortement, et pourtant vous êtes allongé. Quand vous y pensez, ça n'a aucun sens. Mais vos neurones miroirs croient que vous êtes celui qui se trouve sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on regarde. Bien sûr, ce sont vraiment des neurones très puissants, et ils sont aussi puissants en ce qui concerne l'addiction. C'est pourquoi la pornographie a autant d'effets. C'est addictif, car quand quelqu'un regarde ces images avec ses neurones miroirs, ça active la même ocytocine et la même dopamine. C'est la même chimie addictive car le cerveau ne fait pas la différence entre regarder et vivre l'expérience. Là je parle des aspects négatifs de la chose. Mais les côtés positifs dont on parle moins souvent, c'est que quand nous apprenons à avoir accès à ces neurones miroirs d'une façon spécifique, nous avons alors accès au super apprentissage Brian. Je le fais moi-même. Nous pouvons apprendre vraiment très très rapidement. Vous pouvez apprendre la musique. Vous pouvez apprendre à jouer de la même façon que les autres musiciens. Apprendre une langue étrangère rapidement. Vous pouvez non seulement retenir de l'information mais aussi vous en rappeler facilement. Le super apprentissage, la super mémoire, et les super souvenirs. Le plus intéressant, c'est que ces neurones miroirs sont situés dans les 6 couches du néocortex du cerveau. Cela a été rendu possible par une mystérieuse fusion de l'ADN qui s'est produite il y a 200 000 ans lorsque nous sommes apparus. Qui ou quoi est responsable de notre existence? Peu importe d'où venait l'intervention qui semble s'être produite, ça a rendu les neurones miroirs possibles. Et ça nous a donné cette faculté, si nous le voulons, d'avoir accès au potentiel du super apprentissage. Nous n'avons pas besoin d'être physiquement connectés à un ordinateur. Mais c'est un bon exemple, et nous empruntons cette voie. Et ça ne risque pas de s'arrêter là. Nous abandonnons notre pouvoir à un appareil. Vous connaissez le vieil adage, utilisez-le ou vous le perdrez. Je pense qu'en tant qu'espèce, nous courons le risque de perdre ce potentiel immense et fabuleux. Nous en perdons déjà une partie car nous n'apprenons plus de la même façon et nous n'utilisons plus notre cerveau pour apprendre de nouvelles langues. Nous utilisons le traducteur de Google à la place. Demandez aux jeunes d'aujourd'hui de résoudre un problème de mathématiques sans utiliser de téléphone ou de calculatrice. Tout cela est arrivé en une génération. Quand j'étais à l'école, dans les années 50, 60 et début 70, les ingénieurs envoyaient le premier homme sur la Lune en utilisant une règle à calcul. La plupart de ceux qui regardent cette vidéo ne savent pas ce que c'est. Mais c'était un précurseur et qui fonctionnait sans électricité. C'est un gadget qui ressemble à une règle et qui a un coulisseau que vous pouviez bouger pour faire correspondre certains nombres entre eux. C'est comme ça que l'ingénierie s'est créée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça qu'on résolvait des problèmes. Mais les jeunes d'aujourd'hui, s'ils n'ont pas une calculatrice, ce qui est pratiquement obsolète, et ils ont ça dans les téléphones maintenant, ou s'ils n'ont pas de téléphone, ils ne peuvent pas résoudre les problèmes. Que nous l'admettions ou pas, nous sommes aujourd'hui devenus des cyborgs. Nombreux sont ceux qui sont anxieux quand ils n'ont pas leur téléphone, ils se reposent sur lui tout le temps, ça fait partie de leur conscience. J'ai entendu Elon dire que les problèmes d'aujourd'hui, pas forcément les vrais problèmes mais la partie positive selon vous, c'est la bande passante. Car nous utilisons nos pouces pour faire passer l'information de nos cerveaux jusqu'à ce réseau qu'est la plateforme d'Internet. Elon propose donc d'augmenter la bande passante pour permettre à tous les téléchargements, aux interactions entre les uns et les autres, à ce super réseau interconnecté partout dans le monde, de nous élever au niveau supérieur. Je ne sais plus si Elon est un adepte de la chose ou s'il a simplement dit que ça allait arriver. Alors, faisons en sorte que ça se produise. Oui, il vous dit simplement de suivre le courant. Je vois ce que vous voulez dire. Car si nous faisons ça, le retour en arrière sera difficile. Mais nous le faisons déjà d'une certaine façon. N'est-ce pas? Pour être transparent avec vous, je dirais que je suis ce qu'on pourrait appeler un puriste. Et il y a une partie de moi qui respecte énormément la complexité de l'être humain. Nous sommes tellement mystérieux. Nous sommes tellement complexes. Et chaque fois que les scientifiques pensent qu'ils ont enfin trouvé, d'autres découvertes voient le jour. Ils pensent qu'ils comprennent, mais ils comprennent surtout qu'ils ne savent pas ce qu'il se passe vraiment. Le cerveau humain en est le parfait exemple. Nous pourrons en parler bientôt. Alors, je pense que jusqu'à ce que l'on comprenne qui nous sommes vraiment et notre potentiel réel, c'est une erreur de refermer cette porte car nous pourrions ne jamais revenir en arrière? Nous abandonnons cela, ce serait une erreur de le perdre.
Dans 50 ans, on fera des films de science-fiction sur des gens qui se seront éloignés de la technologie. C'est ce que nous pouvons déjà voir de nos jours. Vous pouvez déjà le constater. Certaines personnes tendent vers des extrêmes. Je pense que les machines peuvent être utiles en tant qu'outils. Ma mise en garde, c'est de ne pas les utiliser comme béquilles. Si une machine peut me dire à quel moment je crée dans mon corps les conditions propices pour accéder à mon potentiel, alors cette machine peut être très utile. Une fois que j'ai compris, je peux mettre la machine de côté car je n'ai plus besoin d'elle. Je sais maintenant qui je suis. Mais si je sens que j'ai besoin de la machine pour m'aider à aller mieux chaque fois que j'ai eu une mauvaise journée ou que je me sens un peu stressé, alors si je dois me brancher à la machine, lancer mon PC puis l'application pour me dire si mon cerveau ou mon cœur sont au bon niveau. Je perds mon pouvoir. C'est le risque que nous courons. Nous devons être conscients. Nous devons être conscients et prudents pendant que nous faisons cela. Je cafouille un peu car je voulais revenir sur le fait que je ne descends pas Elon Musk. Il vient d'une génération différente de la nôtre. C'est un entrepreneur qui a fait des choses incroyables. Il voit le potentiel et il se dit, explorons ce potentiel. Il contribue donc probablement à l'accélération de l'évolution. Peu importe comment ça évolue, nous devons faire un choix là où nous n'avions pas de choix à faire, 5 ans en arrière. Maintenant nous devons choisir. Suivrons-nous ce chemin ?